Bonsoir à tous, bienvenue sur D8, un voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir encore pour notre rendez-vous avec la littérature française ce soir et pas étrangère, car nous avons rendez-vous avec Émile Zola et Le Rêve, qui est son roman, qui fait partie de son œuvre magistrale, Les Rougon-Macquart. Alors, quelques mots rapides juste pour vous introduire et vous remettre dans le contexte avant de reprendre la lecture. Donc, Émile Zola, c'est un écrivain et journaliste français que vous connaissez certainement, car c'est un écrivain français des plus connus, les plus publiés, traduits et commentés. Il a été notamment très adapté au cinéma et à la télévision. Et il a été notamment connu par donc, cet ouvrage magistral, Les Rougon-Macquart, qui représente une vingtaine de romans et qui traite de la société française sous le Second Empire. Et donc, dans cette œuvre, dans cet ouvrage, les romans les plus connus sont notamment L'Assommoir, Nana ou Germinal. Mais ce soir, c'est avec Le Rêve que nous allons passer la soirée. Le Rêve, c'est le 16e roman de cet ouvrage. C'est le 16e volume. Et les thèmes abordés dans ce roman sont notamment la religion et la foi et la foi populaire de la société française dans la seconde moitié du XIXe siècle. Voilà, donc je vais reprendre la lecture que j'avais déjà entamée auparavant et je reprends donc à la page 189. Mais avant de reprendre la lecture, je vous invite, comme on le dit à chaque fois en début d'émission, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à utiliser ce hashtag pour interagir avec nous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et donc je reprends la suite du Rêve d'Émile Zola. Alors ce grand silence obstiné désespéra Angélique qui redoubla de supplications. « Je me remets entre vos mains, monseigneur. Ayez pitié, décidez de mon sort. » Et il ne parlait toujours pas. Il la terrifiait comme s'il avait grandi devant elle d'une redoutable majesté. La cathédrale déserte, avec ses bas-côtés déjà sombres, ses voûtes hautes où se mourait le jour, élargissait encore l'angoisse de l'attente. Dans la chapelle, on ne distinguait même plus les pierres tombales, il ne restait que lui avec sa soutane noire, sa longue face blanche, qui semblait seul avoir gardé de la lumière. Elle, en voyant les yeux luire, s'attachait sur elle avec un éclat croissant. Était-ce donc de la colère qui les allumait de la sorte ? « Monseigneur, si je n'étais pas venu, je me serais éternellement reproché d'avoir fait notre malheur à tous les deux, par manque de courage. Dites, je vous en supplie, dites que j'ai eu raison, que vous consentez. » À quoi bon discuter avec cet enfant ? Il avait donné à son fils les raisons de son refus, cela suffisait. S'il ne parlait pas, c'était qu'il croyait n'avoir rien à dire. Elle le comprit sans doute, elle voulut se hausser jusqu'à ses mains pour les baiser. Mais il les écarta violemment en arrière, et elle s'effara en remarquant que sa face pâle s'empourprait d'un brusque flot de sang. « Monseigneur, monseigneur !» Enfin, il ouvrit les lèvres, et il lui dit un seul mot, le mot jeté à son fils. « Jamais !» Et sans même faire ses dévotions ce jour-là, il partit. Ses pas graves se perdirent derrière les piliers de l'abside. Tombée sur les dalles, Angélique pleura longtemps à gros sanglots dans les grandes paix vides de l'église. Chapitre 11. Dès le soir, dans la cuisine, en sortant de la table, Angélique se confessa au Hubert, dit sa démarche près de l'évêque et le refus de celui-ci. Elle était toute pâle mais très calme. Hubert fut bouleversé. Et quoi, déjà sa chère enfant souffrait. Elle avait aussi frappé au cœur. Elle avait aussi été frappée au cœur. Il en avait des larmes plein les yeux dans sa parenté de passion avec elle, cette fièvre de l'au-delà qu'il les emportait si aisément ensemble au moindre souffle. « Ah, ma pauvre chérie, pourquoi ne m'as-tu pas consultée ? Je serais allée vers toi. J'aurais peut-être fléchi, monseigneur. » D'un regard, Hubertine le fit taire. Il était vraiment déraisonnable. Ne valait-il pas mieux saisir l'occasion pour enterrer ce mariage impossible ? Elle prit la jeune fille entre ses bras,
Elle la baisa tendrement au front. « Alors c'est fini, mignonne, bien fini. » Angélique d'abord ne parut pas comprendre. Puis les mots lui revinrent de loin. Elle regarda devant elle comme si elle eût interrogé le vide, et elle répondit. « Sans doute, mère. » En effet, le lendemain, elle s'assit à son métier, elle broda de son air habituel. Sa vie d'autrefois reprenait, elle semblait ne point souffrir. Aucune allusion, d'ailleurs, pas un regard vers la fenêtre, à peine un reste de pâleur. Le sacrifice parut accompli. Hubert, lui-même le crut, se rendit à la sagesse d'Hubertine, travaillant à écarter Félicien, qui, n'osant encore se révolter contre son père, s'enfiévrait, au point de ne plus tenir la promesse qu'il avait fait d'attendre, sans tâcher de revoir Angélique. Il lui écrivit et les lettres furent interceptées. Il se présenta un matin et ce fut Hubert qui le reçut. L'explication les désespéra autant l'un que l'autre, tellement le jeune homme montra sa peine lorsque le brodeur lui dit le calme convalescent de sa fille, en lui suppliant d'être loyal, de disparaître, pour ne pas la rejeter au trouble affreux du dernier mois. Félicien s'engagea de nouveau à la patience, mais il refusa violemment de reprendre sa parole. Il espérait toujours convaincre son père. Il attendrait, il laisserait les choses en l'état avec les Voincourt où il dînait 2 fois la semaine, dans l'unique but d'éviter une rébellion ouverte. Et comme il partait, il supplia Hubert d'expliquer à Angélique pourquoi il consentait au tourment de ne pas la voir. Il ne pensait qu'à elle, tous ses actes n'avaient d'autre fin que de la conquérir. Hubertine, quand son mari lui rapporta cet entretien, devint grave. Puis après un silence, « Répéteras-tu à l'enfant ce qu'il t'a chargé de lui dire ?»« Je le devrais. » Et elle regarda fixement, déclara ensuite. « Agis selon ta conscience. Seulement, il s'illusionne, il finira par plier sous la volonté de son père, et ce sera notre pauvre chère fillette qui en mourra. » Alors Hubert, combattu, plein d'angoisse, hésita, se résigna à ne répéter rien. D'ailleurs, chaque jour, il se rassurait un peu lorsque sa femme lui faisait remarquer l'attitude tranquille d'Angélique. Tu vois bien que la blessure se referme. Elle oublie. Elle n'oubliait pas. Elle attendait, elle aussi, simplement. Toute espérance humaine était morte, elle en revenait à l'idée d'un prodige. Il s'en produirait sûrement un si Dieu la voulait heureuse. Elle n'avait qu'à s'abandonner entre ses mains. Elle se croyait punie par cette nouvelle épreuve de ce qu'elle avait essayé de se forcer sa volonté en importunant Monseigneur. Sans la grâce, la créature était débile, incapable de victoire. Son besoin de la grâce la rendait à l'humilité, à la seule espérance du secours de l'invisible, n'agissant plus, laissant agir les forces mystérieuses épandues à son entour. Elle recommença chaque soir, sous la lampe, à relire son antique exemplaire de la légende dorée, et elle en sortait ravie. Comme dans la naïveté de son enfance. Et elle ne mettait en doute aucun miracle, convaincue que la puissance de l'inconnu est sans borne pour le triomphe des âmes pures. Âmes pures. Justement, le tapissier de la cathédrale était venu demander au Hubert un panneau de très riche broderie pour le siège épiscopal de Monseigneur. Ce panneau, large d'1,50 m, haut de 3, devait s'encadrer dans la boiserie du fond et représentait 2 anges de grandeur naturelle, tenant une couronne sous laquelle se trouvaient les armoiries des hauts-de-cœur. Il nécessitait de la broderie en bas-relief, travail qui demande beaucoup d'art et une grande dépense de force physique. Les Hubert d'abord avaient refusé, de crainte de fatiguer Angélique, surtout de l'attrister à broder ses armoiries où, fil à fil, pendant des semaines, elle revivrait ses souvenirs. Mais elle s'était fâchée pour retenir la commande. Elle se remettait chaque matin à la besogne avec une énergie extraordinaire. Il semblait qu'elle était heureuse de se lasser, qu'elle avait besoin de briser son corps, voulant être au calme. Et la vie continuait, dans l'antique atelier, toujours pareille et régulière, comme si les cœurs, un moment, n'y avaient pas battu plus vite. Tandis qu'Hubert s'affairait au métier, dessinait,
tendait et détendait Hubertine aidait Angélique, toutes les deux, les doigts meurtris quand venait le soir. Pour les anges et pour les ornements, il avait fallu diviser chaque sujet en plusieurs parties qu'on traitait à part. Angélique, afin d'exprimer les grandes saillies, conduisait avec une broche de gros fils écrus qu'elle recouvrait en sens contraire de fils de Bretagne. Et au fur et à mesure, usant du mène lourd ainsi que d'un ébauchoir, elle modelait ses fils, fouillait les draperies des anges, détachait les détails des ornements. Il y avait là un vrai travail de sculpture. Ensuite, quand la forme était obtenue, Hubertine et elle jetaient des fils d'or qu'elles cousaient à point d'osier. C'était tout un bas-relief d'or d'une douceur et d'un éclat incomparables, rayonnant comme un soleil au milieu de la pièce enfumée. Le vieux outil s'alignait dans leur ordre séculaire, les emporte-pièces, les poinçons, les maillets, les marteaux. Sur les métiers, trottaient le bourriquet et le pâté, les dés et les aiguilles, et au fond des coins où ils achevaient de se rouiller, le diligent, le rouet à main, le dévidoir avec ses tourettes paraissaient dormir, assoupis dans la grande paix qui entrait dans les fenêtres ouvertes. Des jours s'écoulèrent. Angélique cassait des aiguilles du matin au soir, tellement il était dur de coudre l'or, à travers l'épaisseur des fils cirés. On l'aurait dit absorbée toute par cette rude besogne, le corps et l'esprit au point de ne plus penser. Dès 9 heures, elle tombait de fatigue, se couchait, dormait d'un sommeil de plomb. Quand le travail lui laissait la tête libre, une minute, elle s'étonnait de ne pas voir Félicien. Si elle ne faisait rien pour le rencontrer, elle songeait qu'il aurait dû tout franchir, lui, pour être près d'elle. Mais elle l'approuvait de se montrer si sage, elle l'aurait grondé de vouloir hâter les choses. Sans doute il attendait aussi le prodige. C'est l'attente unique dont elle vivait maintenant, espérant chaque soir que ce serait pour le lendemain. Elle n'avait pas eu jusque-là de révolte. Parfois, cependant, elle levait la tête. Quoi ? Rien encore ? Et elle piquait fortement son aiguille dont ses petites mains saignaient. Souvent, il lui fallait la retirer avec les pinces. Quand l'aiguille cassait, d'un coup sec de verre qu'on brise, elle n'avait pas même un geste d'impatience. Hubertine s'inquiéta de la voir si acharnée au travail, et comme l'époque de la lessive était venue, elle la força à quitter le panneau de la broderie pour vivre 4 bons jours de vie active sous le grand soleil. La mère Gabet, que ses douleurs laissaient tranquille, put aider au savonnage et au rinçage. C'était une fête dans le Clos Marie, c'était fin d'août avec une splendeur admirable, un ciel ardent, des ombrages noirs. Tandis qu'une délicieuse fraîcheur s'exaltait de la chevrotte, dont l'ombre des saules glaçait l'eau vive. Et Angélique passa la première journée très gaiement, tapant et plongeant des linges, jouissant de la rivière des ormes, du moulin en ruine, des herbes, de toutes ces choses amies, si pleines de souvenirs. N'était-ce pas là qu'elle avait connu Félicien, d'abord mystérieux sous la lune, puis si adorablement gauche le matin où elle avait sauvé la camisole emportée. Après chaque pièce qu'elle rinçait, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil vers la grille de l'évêché, condamnée autrefois. Elle l'avait un soir franchie à son bras. Peut-être allait-il brusquement l'ouvrir pour la venir prendre et l'emmener aux genoux de son père. Cet espoir enchantait sa grosse besogne dans les éclaboussures de l'écume. Mais le lendemain, comme la mère Gabet amenait la dernière broutée du linge, elle étendait avec Angélique. Elle interrompit son bavardage, interminable pour dire sans malice. « À propos, vous savez que Monseigneur marie son fils ?» La jeune fille, en train d'étaler un drap, s'agenouilla dans l'herbe, le cœur défaillant sous la secousse. « Oui, le monde en cause. Le fils de Monseigneur épousera mademoiselle de Voincourt à l'automne. Tout est réglé d'avant-hier, paraît-il. » Elle restait à genoux, un flot d'idées confuses bourdonnait dans sa tête. La nouvelle ne la surprenait point, elle la sentait vraie. Sa mère l'avait avertie, elle devait s'y attendre. Mais en ce premier moment, ce qui lui brisait ainsi les jambes, c'était la pensée que, tremblant devant son père, Félicien pouvait épouser l'autre,
sans l'aimer, un soir de lassitude. Alors il serait perdu pour elle, qu'il l'adorait. Jamais elle n'avait songé à cette faiblesse possible, elle le voyait plié sous le devoir, faisant au nom de l'obéissance leur malheur à tous deux. Et sans qu'elle bougeât encore, ses yeux s'étaient portés vers la grille. Une révolte la soulevait enfin, le besoin d'en aller secouer les barreaux, de l'ouvrir, de ses ongles de courir près de lui et de le soutenir, de son courage pour qu'il ne cédât pas. Elle fut surprise de s'entendre répondre à la mère Gabet, dans l'instinct purement machinal de cacher son trouble. « Ah, c'est mademoiselle Claire qui l'épouse ? Elle est très belle, on l'a dit très bonne. » Sûrement, dès que la vieille femme serait partie, elle irait le rejoindre. Elle avait assez attendu, elle briserait son serment de ne pas le revoir comme un obstacle opportun. De quel droit les séparait-on ainsi ? Tout lui criait leur amour, la cathédrale, les eaux fraîches, les vieux ormes, parmi lesquels ils s'étaient aimés, puisque leur tendresse avait grandi là, c'était là qu'elle voulait le reprendre, pour s'enfuir à son cou, très loin, si loin que jamais plus on ne les retrouverait. « Ça y est, dit enfin la mère Gabet, qui venait de prendre à un buisson des dernières serviettes. Dans 2 heures, ce sera sec. Bien le bonsoir, mademoiselle, puisque vous n'avez que faire de moi. » Maintenant, debout au milieu de cette floraison de linge éclatant sur l'herbe verte, Angélique songeait à cet autre jour où, dans le grand vent, parmi les claquements des draps et des nappes, leur cœur s'était donné si ingénu. Pourquoi avait-il cessé de venir la voir ? Pourquoi n'est-il pas à ce rendez-vous dans cette gaieté saine de la lessive ? Mais tout à l'heure, quand elle le tiendrait entre ses bras, elle savait bien qu'il n'appartiendrait plus qu'à elle seule. Elle n'aurait pas même besoin de lui reprocher sa faiblesse, il lui suffirait de s'être montrée pour qu'elle retrouvât la volonté de leur bonheur. Il oserait tout, elle n'avait qu'à le rejoindre dans un instant. 1 heure se passa, et Angélique marchait à pas ralentis entre les linges, toute blanche, elle-même de l'aveuglement reflet du soleil, avec une voix confuse. Et une voix confuse s'élevait dans son être, grandissait, l'empêchait d'aller là-bas à la grille. Elle s'effrayait dans cette lutte commençante. Quoi donc ? Il n'y avait pas en elle que son vouloir, une autre chose qu'il y avait mise sans doute la contrecarrer, bouleversée à la bonne simplicité de sa passion. C'était si simple, de courir à celui qu'on aime, et elle ne le pouvait déjà plus. Le tourment du doute la tenait. Elle avait juré, puis ce serait très mal peut-être. Le soir, lorsque la lessive fut sèche et que Hubertine vint l'aider à la rentrée, elle ne s'était pas décidée encore. Et elle se donna la nuit pour réfléchir. Les bras débordant de ses linges de neige, qui sentaient bon, elle jeta un regard d'inquiétude au Clos Marie, déjà noyé de crépuscule, comme à un coin de nature ami, refusant d'être complice. Le lendemain, Angélique s'éveilla pleine de troubles. D'autres nuits se passèrent sans lui apporter une résolution. Elle ne retrouvait son calme que dans sa certitude d'être aimée. Cela était resté inébranlable, elle s'y reposait divinement. Aimée, elle pouvait attendre. Elle supporterait tout. Les crises de charité l'avaient reprise. Elle s'attendrissait aux moindres souffrances, les yeux gonflés de larmes, toujours près de jaillir. Le père Mascar se faisait donner du tabac. Les chouteaux tiraient d'elle jusqu'à des confitures, mais surtout les lamballeuses profitaient de l'aubaine. On avait vu Tiennette danser dans les fêtes avec une robe de la bonne demoiselle. Et voilà un jour, comme Angélique apportait à la mère lamballeuse des chemises promises la veille qu'elle aperçut de loin chez les mendiants, Madame de Voincourt et sa fille Claire, accompagnée de Félicien. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre lecture pour ce soir. J'espère que vous avez été passionnés par les aventures d'Angélique et sa tentative de déclarer à nouveau son amour à Félicien. En tout cas, n'hésitez pas à suivre donc, les émissions suivantes pour connaître la suite des aventures. Et quant à moi, je vous souhaite une très très bonne soirée.